d'abord, j'ai envie de me tourner vers vous, Franz-Olivier Gisbert, grand spécialiste de Gaulle. C'est l'objet de nombreux de vos livres. Qui incarne l'autorité aujourd'hui ? Plus personne. Est-ce que c'est pas vers lui qu'on va se retourner une fois de plus ? Et surtout à propos de ce fameux référendum que tout le monde a à la bouche. Il n'y a pas un chef de parti politique qui n'a pas un mot référendum à la bouche. Également Emmanuel Macron. Je vous propose juste d'écouter le général de Gaulle parler de cette histoire de référendum. C'était en 62, lorsqu'il annonçait son souhait de modifier la Constitution pour éventuellement aller vers des référendums. Par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision ? Je réponds. Par la plus démocratique, par la voie du référendum. C'est aussi la plus justifiée, car le peuple français, qui détient la souveraineté nationale, la détient aussi, évidemment, dans le domaine constituant. Voilà, évidemment, le référendum, dans ces cas-là, c'est le rendez-vous majeur des Français. Oui, de temps en temps, bien sûr. Mais enfin, c'est pas forcément la solution. C'est-à-dire de penser que là, ces gens se retrouvent ensemble pendant 12 heures. Ça, c'est quand même une très bonne Alors ça, vous faites allusion à ce qui s'est passé hier avec les chefs de temps en temps, parti. il réussit un truc. Enfin, la com, en tout cas, il arrive là, il réussit en tout cas la com. Là, c'est bien. 12 heures, ils sont tous... Puis, des gens qui se parlent pas, qui ne veulent pas déjeuner ensemble. Enfin, c'est incroyable par rapport à la France que j'ai connue il y a 50 ans, où les communistes, les gaullistes, tout ça, déjeunaient ensemble, s'engueulaient, n'étaient pas d'accord, mais enfin, pouvaient se parler. Là, on a le sentiment que tout est bloqué. Eh bien, il réussit ça. Bravo. Bon, après, c'est vrai qu'il ne sort rien. Il ne va rien sortir. Personne ne pouvait penser qu'il sortirait quelque chose. Et l'idée, c'est référendum. Mais non, il y a des lois. Appliquons les lois. Commençons par appliquer les lois. Et puis surtout, je veux dire, qui va incarner cette autorité ? Vous savez très bien, Laurence. Ce qui peut, ce sont les valeurs. Il faut retourner aux valeurs. Il y a une très bonne interview dans Le Point cette semaine de Salman Rushdie que je trouve absolument extraordinaire. Je l'ai lu, ça m'arrive rarement. J'étais très ému parfois, presque aux larmes. Et je l'ai relu deux fois. Voilà. Tellement c'est fort et puissant. Et il y a cette phrase, c'est tellement vrai. La sagesse, ce n'est pas d'être pessimiste ou optimiste, mais d'observer, de savoir quelles sont nos valeurs et de ne rien concéder. Voilà. Est-ce que l'on sait encore quelles sont nos valeurs ? C'est ça la vraie question. Est-ce que ce pays, la France, sait encore quelles sont ses valeurs ? Je crois, mais simplement, on a honte, on se cache. Voilà, et c'est ça le vrai sujet. Et par exemple, le fait que les lois ne soient pas appliquées, des lois élémentaires, ne soient pas appliquées, que les policiers soient complètement dépassés, que les juges eux-mêmes sont eux-mêmes dépassés ou politisés d'ailleurs. Bon, ça, je pense qu'il faut remettre de l'ordre. Hein, c'est important, c'est ça l'idée. Donc de l'autorité, Éric Revel. Alors, il y a un très beau sondage qui a été publié ce matin sur... on a interrogé les Français sur liberté, égalité, fraternité. Bon. Les valeurs de la République. Ça, c'est chouette. Alors, les résultats sont incroyables. La fraternité et la solidarité, c'est au fond du sondage. Et c'est ça le drame. Ouais, ils reconnaissent l'envie de liberté, mais ils estiment qu'ils en ont de moins en moins. Donc, en réalité, les valeurs, si on estime qu'elles sont fondatrices, liberté, égalité, fraternité, dans ce sondage, je crois que c'est Harris Interactive, mais il faudra vérifier, en fait, les Français y croient de moins en moins. Et ils disent surtout que les autres ne les respectent pas, alors qu'eux, ils ont le sentiment, bon ça c'est les paradoxes français, de les respecter. Mais ça fait quand même un peu mal de voir que liberté, encore un peu, mais il y en a de moins en moins, disent-ils, et égalité, fraternité, c'est en train de tomber aux oubliettes, ce qui est quand même un vrai sujet, parce que dans ces cas-là, s'il n'y a plus d'égalité, pas d'égalitarisme, d'égalité ou de fraternité, on a du mal à voir comment l'autorité reprend... La fraternité, c'est tellement important quand l'autre nous dit « faire nation », mais c'est un joli mot, évidemment. Il faut faire nation, que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite. L'autre, c'est qui ? C'est Macron, Franz ? Pardon ? L'autre, c'est Macron ? L'autre, c'est Macron, oui. D'accord, ok. Oui, pardon. Vous êtes un peu présomptueux avec le président. On cite beaucoup son nom, mais c'est une expression. Je ne vais pas dire Macron tout le temps. Ok. Voilà. Donc, faire nation. Et, je ne fais pas partie de la secte des lécheurs, si vous voulez. Bon, mais je ne fais pas partie non plus des lyncheurs. Parce que, bon, oui, ça, on connaît bien le triptyque. Je ne veux pas le lyncher. Donc, Liovine de la Rochère, l'autorité, les valeurs. Alors, en fait, moi, je suis d'accord. On pourrait dire qu'il faut des valeurs et qu'il faut être d'accord sur les valeurs. Et c'est là qu'à mon avis, on a une
immense difficulté. Jérôme Fourquet parlait de l'archipélisation de la France. Cette archipélisation, elle conduit à une différenciation suivant les groupes, les communautés, les âges et que sais-je, une différenciation majeure sur les valeurs, d'une part. Et d'autre part, il faut quelqu'un pour incarner les valeurs. Donc en réalité, on revient toujours à la même chose. Et moi, je trouve que là où Emmanuel Macron aurait pu représenter les valeurs de notre pays, eh bien, il se trouve tellement dans le et en même temps dans des contradictions et qu'il ne peut pas incarner quelque chose qui est fort, qui est constant, qui est clair. Il n'aime pas prendre des décisions, c'est clair. Il n'aime pas prendre des décisions. Et puis s'il dit s'il dit oui, il faut dire non en même temps dans la même phrase. Et ça avait été d'ailleurs repéré par les médias tout de suite. Et c'est tellement juste, c'est tellement ce qui le caractérise. Et ça s'est diffusé, je trouve, dans ses équipes, ses ministres, etc., d'une manière très frappante. Tous les jours, il y a des annonces assez disparates du côté des ministres. Beaucoup, personne n'y trouve son compte. On a eu Gabriel Attal sur l'abaya, on en parlait, l'interdiction de l'abaya à l'école. Et puis, on a eu Clément Beaune ce matin sur CNews et sur Europe 1, dans l'interview de Sonia Mabrouk, qui lui a remis le sujet de la GPA, la gestation pour autrui, sur le débat. On va écouter juste Clément Beaune et puis je vous passe la parole. On me pose des questions sur un certain nombre de convictions et je me suis exprimé, ça ne résume pas toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement lourd, parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ça n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Et donc je pense que quand on est un responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ces débats avec des arguments. Il n'y a pas de vérité révélée. Ça fait partie des combats pour les droits et pour l'égalité, qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur des sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA qu'on a voté, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain, parce que ce sera un débat qui reviendra dans la société, la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue. L'après Macron a commencé. Vous pensez que déjà c'est l'après Macron? Il s'en fout. Objectif 2027. Alors, sur le fond, Ludovine de la Rochère, il évoque le principe de l'égalité. Égalité entre les couples homosexuels pour avoir un enfant, avec cette gestation pour autrui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un peu avant, dans la même émission, il parlait de l'égalité homme-femme, il parlait des droits des femmes et il parlait de la lutte contre la violence faite aux femmes. Quelques minutes plus tard, il dit qu'il est favorable à la gestation pour autrui, à la pratique des mères porteuses. C'est stupéfiant en termes de non-respect de la femme, d'exploitation de la femme, d'invisibilisation aussi. On ne peut... la GPA est l'une des choses les pires en la matière. Et d'ailleurs, dans un ces enfant pour quelqu'un d'autre. Hein. Oui, alors moyennant rétribution. Gestation pour autrui, ça veut dire porter un enfant, enfin être inséminé d'un enfant, conçu généralement avec les ovocytes d'une autre femme, être inséminé, porter cet enfant, ce qui en fait des grossesses à haut risque, parce que comme ce sont des embryons qui n'ont pas de lien génétique avec la mère porteuse, elle a des injections d'hormones très importantes, donc il y a un taux de mortalité, il y a des morts de manière anormale dans la gestation pour autrui, et puis à la naissance, il est instantanément remis au commanditaire, contre paiement ou pas. C'est pas la question c'est utiliser des femmes. Et Monsieur Beaune, visiblement, n'a aucune idée de ce qu'est la maternité. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il ne dit pas à un seul instant, il n'y a pas un mot pour les mères porteuses. C'est le mépris des femmes. Il n'aime pas les femmes. On ne peut pas déduire ça de ses propos, Madame de la Rochère. Mépriser les femmes. Non. Allez-y, mais je pense vraiment pas qu'il s'agit de mépriser les femmes. Voilà. La gestation pour autrui, c'est un mépris des femmes. C'est-à-dire, la maternité, c'est quand même un événement incroyable dans la vie. Et dire qu'il faudrait encadrer cette exploitation, encadrer l'utilisation de la femme réduite au statut d'incubatrice, pardonnez-moi, c'est d'un mépris incroyable. Violence faite aux femmes, c'est du sexisme. Mais moi, je trouve que ce débat-là rejoint celui d'avant. C'est-à-dire qu'on expliquait qu'il y avait une perte de valeur et que globalement, aujourd'hui, tout le monde a ce mot-là à la bouche, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, on essaie de créer des valeurs à sa sauce. Par principe... les valeurs, c'est le respect. Non, attendez, laissez-moi juste terminer. Pour moi, les valeurs, c'est immuable et la protection des femmes et des enfants font partie d'un socle de valeurs qui, normalement, devrait être commun. Le problème, c'est que vient se confronter en fait à cette volonté de dire qu'on a des valeurs, le progressisme qui va très très loin et qui est souvent rapporté à soi. C'est-à-dire que c'est le désir pour soi et on se dit que c'est un progrès. Et donc, ce qui fait dire à beaucoup de gens, ce qui fait dire à beaucoup de gens, moi j'ai évolué sur le sujet, et effectivement c'est par rapport à soi. Et je pense que quand on parlait un peu d'un affaiblissement de l'autorité des valeurs et tout ça, ça se retrouve aussi. Il y a des manifestations dans des choses qui sont, je pense, une dérégulation
transformation de la société. Olivier, j'aimerais juste avoir votre avis là, sur la GPA. Là, c'est-à-dire que sa proposition, on sait très bien que c'est bidon. Il y a quelque chose d'hypocrite, parce que ça ne peut pas être respecté. Ça ne sera pas respecté. C'est-à-dire que le contrôle de l'État, mais c'est quoi? Comment vous contrôlez ça? Sa proposition, vous voulez dire une soi-disant GPA, tout ça, c'est bon. Simplement, le problème, c'est la GPA en soi. Il faut peut-être qu'elle soit encadrée, mais y compris d'ailleurs quand elle est financée, il faut peut-être encadrer un peu plus. Bon, ce qui veut dire, c'est une manière de l'accepter. Mais c'est clair que là, on est dans la... Oui, mais là, on est dans une zone quand même un peu de non-droit. Est-ce qu'on peut encadrer l'exploitation des femmes? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut encadrer? Vous savez, quand on continue comme ça, on peut parler aussi de l'adoption. L'adoption, les trafics, les gosses qui sont enlevés. Alors, tous les trafics, on est d'accord. Le chapitre que vous ouvrez est très intéressant. On peut parler aussi des organes. Vous savez, les trafics d'organes, etc. Tout ça, c'est la même. On n'a pas le droit d'acheter des organes. Même si on risque de mourir, on n'a même pas le droit d'acheter un rein. Donc même pour vivre, on n'achète pas des organes. Et moi, je pense qu'on ne loue pas une femme, quelles que soient les conditions, pour obtenir un enfant. Et on n'achète pas un enfant. Par ailleurs, encadrer l'exploitation des femmes et la chosification de l'enfant. Mais imaginez d'encadrer une exploitation, c'est stupéfiant. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un mépris de la femme à travers ses propos qui sont tout à fait stupéfiants. C'est un trafic d'êtres humains quand même, la gestation pour autrui. On n'encadre pas. Et vous pensez que ça arrivera dans notre pays? Alors ça fait partie de la dialectique progressiste, comme l'évoquait Louis de Ragnel. Effectivement, on nous dit inéluctablement ça viendra. Mais non. Et la France qui l'interdit est d'une certaine manière au contraire en avance. La seule chose, c'est qu'il y a un certain laxisme. Soi-disant, c'est la ligne rouge d'Emmanuel Macron. C'est pas tout à fait vrai. La France participe au groupe de travail sur la conférence de La Haye qui cherche à la faire reconnaître de fait. La même chose au niveau de l'Union européenne. En fait, une avancée, ce serait de faire appliquer, de faire respecter et de lutter encore davantage contre cette exploitation des femmes et contre ce trafic de bébés. Éric Revel, vous avez une analyse là-dessus. Plutôt de gauche. Moi, ce qui me choque, c'est, j'ai en mémoire un riche Français à gauche qui avait dit « On loue bien les épaules d'un homme, pourquoi on ne louerait pas le ventre d'une femme ?» C'était Pierre Berger, paix à son âme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très choquant chez les progressistes, c'est qu'à la fois, et ils ont raison, il faut établir le plus rapidement possible une égalité entre l'homme et la femme, mais quand il s'agit de louer le ventre d'une femme, alors le progressisme s'arrête là et on ne se pose pas du tout la question de la marchandisation. Et puis juste pour faire un peu rire peut-être François-Olivier Gisbert, oui bien sûr qu'ils taillent la route tous vers 2027, ça ne vous a pas échappé. Enfin, l'affaire de l'abaya qui est une vraie décision d'Attal, puis la réponse à gauche de M. Beaune qui vise sans doute la mairie de Paris, évidemment. C'est le pendant. François-Olivier Gisbert va... Et Gérald Darmanin dimanche dernier. Gérald Darmanin, alors François Bayrou ou Jean Le Canuet... Il n'est pas content, Macron. Disait à propos des centristes... Non, c'est Jean Le Canuet. C'est Bayrou travaillait pour Le Canuet. Donc il a repris la formule. Il disait les centristes, c'est une brouette avec des grenouilles dedans qui sautent partout. Ce gouvernement est aujourd'hui une brouette qui roule vers 2027 et avec des grenouilles qui sautent partout. Vous êtes d'accord avec ça, François-Olivier ? Oui, je trouve que ça résume tout à fait la situation actuelle. On voit très bien. Darmanin, de toute façon, Macron ne pourra pas l'arrêter. Là, ils ont réussi un peu à tordre le cou à sa petite opération de Roubaix l'autre jour. Tourcoing, pardon. Mais en fait, ils ne pourront pas le faire tout le temps. Et puis, alors, de l'autre côté, moi, j'ai la conviction depuis longtemps, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens doués dans l'équipe de Macron, c'est clair. Il y a beaucoup de cloches. Enfin, c'est vraiment des zombies, etc. Mais il y a quand même une star. C'est évident, c'est Gabriel Attal. Depuis longtemps, on est beaucoup à le penser, parce que quand il se mêle d'un truc, ça va très vite, il sait prendre les décisions, il a une sorte d'instinct. Enfin, il y a d'autres jeunes aussi, dans l'autre camp, Jordan Bardella aussi, ça fait partie des gens. Bon, vous allez voir, Macron, Attal, il va y avoir des étincelles. Ah oui. Ça, je vous assure. Et alors, ça veut dire que la course présidentielle est lancée, et ça veut dire qu'Emmanuel Macron est un canard sans tête ? Oui, c'est ce qu'il disait dans l'interview au Point. Aux États-Unis, c'est la formule. On dit le président réélu est un canard sans tête quand il a perdu les mid-term élections, c'est-à-dire l'élection qui est qui est au milieu de son deuxième mandat. Et à ce moment-là, on dit que les 2 dernières années, il est un canard sans tête. Vous savez que Macron
enfin, il ne le sait pas, mais il faut peut-être le dire, d'ailleurs, il faudrait que quelqu'un le lui dise, il a perdu les élections législatives l'année dernière. Hein. Il croit qu'il ne les a pas perdues, donc c'est pour ça qu'il fait cette espèce de grand raout avec les partis. On voit le nombre de 49.3 qu'il a utilisé comme une illustration du fait qu'il a perdu. Mais il a perdu les élections. Donc, il n'a pas voulu faire une coalition parce qu'il ne sait pas très bien faire de la politique. Il ne sait pas que la politique, c'est écouter des gens extrêmement rasoirs et barbants pendant des heures, jusqu'à 3 heures du matin. Enfin, Mitterrand, Chirac, ils ont tous fait ça. Oui, il l'a fait, mais il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas d'objet. Donc, non, mais donc, ça, il aurait fallu passer par là. Donc, il ne fait pas de coalition, comme je vous signale, on en fait dans tous les pays d'Europe. Dans ces cas-là, comme en Allemagne, comme en Espagne en ce moment, il y en aura certainement une à droite ou à gauche à un moment donné. Donc voilà. Et ça, c'est le gros problème de Macron. Un tout petit mot, Ludovine, de la recherche. Des grenouilles qui sortent de tous les côtés. De fait, M. Beaune a parfaitement préparé sa sortie. Hein. Il est ministre des Transports. Et il a une question sur la GPA, qui fait même le titre de l'article. Donc c'était évidemment demandé, et il l'a prévu de sa part. Et juste un dernier point, imaginez qu'on puisse exploiter des femmes parce qu'elles sont femmes. Voilà qui est une inégalité incroyable qu'il envisage et qu'il souhaiterait lui créer. À l'argument d'égalité qui était soulevé par le ministre. Il est 18h32, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.